Jeudi 15 décembre 2022, Monsieur Dama, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer sur l'actualité nationale. Cela dit, ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey d'un atelier de validation du plan de durabilité de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Présidé par le ministre de la Santé, l'atelier a pour objectif l'établissement des pratiques durables pour lutter contre les maladies tropicales négligées. Compte rendu Aïcha Mamadou. Après avoir apposé sa signature sur le plan de pérennisation des acquis de lutte contre les maladies tropicales négligées, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a remis le dit document au représentant pays de Helen Keller International, un des partenaires qui accompagne le Niger. Cette procédure marque ainsi la validation du plan de durabilité de lutte contre les maladies tropicales négligées dans laquelle le Niger s'est engagé depuis 2019 pour atteindre les objectifs d'éradication de ces maladies d'ici 2030. Je réaffirme notre engagement dans la contribution vers l'élimination des maladies tropicales négligées au Niger d'ici 2030, conformément à la feuille de route de l'OMS. Cette rencontre revêt une importance capitale, car près de 40% du fardeau mondial des MTN est porté par l'Afrique subsaharienne. Il est donc essentiel que nous prenions la lutte contre les maladies tropicales négligées à bras-le-corps pour mettre un terme aux souffrances de plus de 600 millions de personnes à travers notre continent. Les maladies tropicales négligées constituent un problème majeur de santé publique au Niger, de par leur épidémiologie et leur impact socio-économique. Elles représentent un des grands défis auxquels le secteur de la santé fait face. Helen Keller International, un des partenaires qui accompagne l'État du Niger, marque de sa présence à cet atelier de validation du plan de durabilité de lutte contre les maladies tropicales négligées et salue ce partenariat. Le Niger reçoit depuis plusieurs années l'appui de l'USAID conformément aux directives de l'OMS relatives à cette lutte. Aujourd'hui, nous validons le plan de durabilité dans lequel le ministère de la Santé définit les stratégies permettant au système de continuer le travail de façon efficace. Nous restons convaincus que la lutte contre les MTN sera un succès très bientôt au Niger et que nous célébrerons la fin de ces maladies une à une. Ce document du plan de durabilité de lutte contre les maladies tropicales négligées, ainsi validé à travers cet atelier, a pour but d'établir des pratiques dotées de ressources durables de lutte contre les maladies tropicales négligées, dirigées par un programme sous l'égide du ministère de la Santé publique. Après 4 ans de mise en œuvre, le projet Gouvernance démocratique et droits humains arrive à terme. Un projet initié par Oxfam sur financement de l'ambassade du Danemark au Niger est mis en œuvre par une trentaine d'organisations de la société civile et des institutions de la République. Les résultats du projet font l'objet de capitalisation au cours d'un atelier organisé ce matin. Boubacar Amadou et Mamadou Jury pour les détails. Mise en œuvre à travers une trentaine d'organisations de la société civile, la Commission nationale des droits humains et le Conseil supérieur de la communication dans plusieurs communes du pays par Oxfam avec l'accompagnement de l'ambassade de Danemark au Niger, le projet Gouvernance démocratique et droits humains arrive à terme dans quelques jours. Tous les partenaires de mise en œuvre sont réunis en atelier pour la capitalisation des résultats. Donc nous avons travaillé avec 32 partenaires qui ont mis en œuvre des projets allant dans le sens de la gouvernance, dans le sens des droits humains, dans le sens de la migration et dans le sens de la communication et des médias. Donc des organisations de la société civile au Niger ont été accompagnées, financées et formées tout au long de ces 4 ans sur ces 4 extrants dont je viens de parler. Il fallait aujourd'hui, comme le projet finit à la fin de cette année,
Il nous fallait donc capitaliser ce que nous avons acquis comme expérience au cours de ces 4 ans et à travers la mise en œuvre des différents projets des partenaires. Donc c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, ou je dirais ce que nous sommes venus célébrer, parce qu'il y a eu énormément de bonnes pratiques, énormément de bonnes actions qui ont été mises en œuvre partout dans les 8 régions du Niger. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin avec nos partenaires de mise en œuvre. En 4 ans de mise en œuvre, le projet a donné des résultats très satisfaisants selon l'organisation initiatrice. Cet atelier sera donc l'occasion de célébrer les efforts qui ont apporté des fruits. Nous avons énormément renforcé les capacités de nos partenaires de mise en œuvre sur les questions de gouvernance. Vous savez, il n'est pas toujours aisé pour une organisation nationale de détenir ou de disposer de toute la documentation de gouvernance que généralement les bailleurs demandent pour faire bénéficier une organisation d'un financement. Donc nous avons tenu dans le cadre de ce projet GDDH à ce que toutes les organisations disposent de documents internes qui réglementent la bonne marche de l'organisation. Donc toute chose qui renforce la crédibilité de ces organisations, qui renforce leur expertise dans le domaine dans lequel ils ont choisi de travailler. Et donc aujourd'hui, nous avons des organisations qui aisément arrivent à bénéficier de financement de plusieurs organisations au Niger, mais également au-delà du Niger, grâce à ce que GDDH a fait avec eux comme travail. La mise en œuvre du projet Gouvernance démocratique et droits humains, GDDH, a apporté un changement considérable dans la vie sociale des bénéficiaires selon leurs témoignages. La mise en œuvre du projet Gouvernance démocratique et droits humains a apporté un changement considérable dans la vie sociale des bénéficiaires. Le ministre de l'Élevage a procédé à l'ouverture de la 2e réunion du comité technique régional d'appui au pastoralisme au Sahel par pas de précision avec Suleiman Souman et Rabilab. Financé par la Banque mondiale à travers son initiative Sahel à hauteur de 125 milliards de francs CFA, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le PRAPS, vise à sécuriser le mode d'existence et les moyens de production des populations pastorales. À Niamey, les acteurs à tous les niveaux se sont donné rendez-vous autour des partenaires techniques et financiers pour la 2e réunion du comité technique régional PRAPS-2. Des perspectives nouvelles sont envisagées pour la phase 2 selon le représentant du SILS au Niger. Des résultats encourageants sont enregistrés en matière de santé animale et notamment la vaccination contre la peste des petits ruminants avec un taux de réalisation des objectifs assignés à cet indicateur au niveau régional de 83%, soit 26,18 millions de petits ruminants vaccinés et marqués pour une cible prévisionnelle de 31,5 millions en fin d'année 2022. La Banque mondiale, bailleur de fonds du projet, par le biais de son représentant, a rappelé l'importance et les avantages du projet PAPS-2 au pays du Sahel. Le pastoralisme est un secteur clé. C'est un tout petit peu nouveau pour la Banque mondiale. On n'a pas une tradition de décennies de travailler dans le secteur de pastoralisme, mais de plus en plus, nous avons reconnu que c'est un élément essentiel des économies et des sociétés ici dans le Sahel. Évidemment, pour beaucoup de gens, c'est un moyen de vie, leur moyen de vie, qui est essentiel. C'est aussi un facteur important de la sécurité alimentaire. C'est un facteur de contribution à la cohésion sociale ou de disruption de cohésion sociale, souvent aussi si ce n'est pas bien géré. Pour sa part, le ministre de l'Élevage a salué les résultats de la phase 1 du projet, vecteur du développement du secteur de l'élevage au Niger. Je suis heureux de constater que ces dernières années ont été marquées par des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la première phase du PRAPS au niveau de nos différents pays. Mesdames et messieurs, chers participants, à titre illustratif, la mise en œuvre du PRAPS 1 Niger a permis la construction et la réhabilitation de 28 marchés à bétail, 35 unités vétérinaires et 53 points d'eau fonctionnels
pour ne citer que cela. Organisée sous l'égide du SILSA, cette deuxième réunion permettra aux acteurs de passer en revue les activités de l'année écoulée du projet, discuter des difficultés rencontrées, les perspectives nouvelles, adopter le budget annuel 2023 et à la suite faire des recommandations. Aussi, cet important investissement de la Banque mondiale au profit des éleveurs va permettre au développement du secteur agricole à travers le projet PRAPS qui s'articule autour de 4 composantes techniques, dont l'une en trait à la sécurisation de l'accès à l'eau et au pâturage. Les populations touchées par les dernières inondations de la région de Maradi ont bénéficié de dons de vivres, kits de ménage pour 2000 familles reparties dans les communes de Maradi, Guidarumji et Madaroufa. L'œuvre émane du CICR qui était en parfaite collaboration avec la Croix-Rouge nigérienne. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du président du conseil de ville de Maradi. Le compte-rendu de Abdelaziz Mamadou sur les images d'Ibrahim Amadou du bureau reportage de Bonferré Maradi. C'est dans le but de soutenir et d'alléger les souffrances des populations sinistrées touchées par les inondations dans la région de Maradi que le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge nigérienne, a procédé à la présente distribution de vivres et de kits de ménage pour environ 2000 familles dans les communes de Maradi, Guidarumji et Madaroufa. Pour la région, nous avons 1041 bénéficiaires et 780 pour le vivre. De 1041 ménages bénéficiaires pour la région de Maradi, pour les kits Yechai, et 780 ménages pour les kits vivres, donc assistance alimentaire. La ville, c'est 495 ménages. Guidarumji a 219 ménages et Madaroufa a 605 pour les kits et 270 pour les kits alimentaires. La campagne de distribution permettra à long terme de répondre aux besoins d'environ 14 000 sinistrés, dont des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont pas d'ailleurs manqué de saluer le donateur. Nous remercions le CICR et la Croix-Rouge pour cet appui, qu'Allah les assiste davantage. J'ai reçu du maïs, riz, marmite et bien d'autres choses. Nous attendons ce jour avec impatience. Aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier le bon Dieu qui nous a amené cette structure pour nous assister. On a reçu du niébé, maïs, riz, huile, marmite pour cuisine. Ce don va beaucoup soulager nos ménages. Le CICR a la mission humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de leur porter assistance, d'où ce message du représentant du président du conseil de ville de Maradi. Le comité CICR qui a amené ce don-là, nous les en remercions. C'est une donation assez consistante qui peut leur permettre d'avoir pour un certain nombre de temps, un certain nombre de mois, de vivre avec cela dans leur famille. C'est pour eux et leur famille. Ils n'ont qu'à aller voir avec leur famille, n'est-ce pas, donc leurs femmes et leurs enfants pour bien manger et bien se comporter pour que, par exemple, certaines difficultés vraiment soient diminuées dans nos arrondissements. Cette phase de distribution de kits d'articles de ménage a permis à chacune des personnes concernées de recevoir 3 couvertures, un seau, un set d'ustensiles de cuisine, 2 moustiquaires, 6 pagnes, 6 nattes, 4 barres de savon de 255 grammes, une bâche, 2 marmites et 3 kits d'hygiène pour femmes. Pour la visibilité des interventions des projets programmes financés par l'USAID dans le domaine de la santé, la caravane de presse conduite par Sahel Collaboration et Communication
SIC et le ministère de la Santé publique étaient dans les régions de Maradi et Zender où le projet Kulawa intervient. Ce projet vise la mise à la disposition des communautés des services de santé dans le cadre du programme de résilience renforcée au Sahel RISE 2 de l'USAID. Le point avec Ousseina Hassimi et Hassan Abdoulaye de l'USAID SIC. Sous financement de l'USAID, le projet USAID Kulawa ou Prendre soin d'eux à langue Hausa est un programme de prestation de services de santé pour le bien-être de la communauté qui intervient dans les régions de Maradi, Zender et Tilabé. De USAID Sahel Collaboration et Communication SIC, la caravane de pré-santé était en contact avec les responsables des centres de santé de Guidansoui, situés à 30 km du district sanitaire de Guidarumji. Devenu aujourd'hui un modèle de réussite, ces derniers offrent des soins de service à environ 49 360 habitants. Les appuis du projet ont permis de consolider et pérenniser les acquis. Le projet ISAID Kulawa nous a formés sur la planification familiale, le SSRH. On a eu des appuis en produits consommables et les intrants aussi pour éviter les ruptures. Les produits PF, implants, du pilule, les injectables et autres. Le projet ISAID Kulawa nous a beaucoup aidé, surtout en rehaussant les indicateurs sur la planification familiale et la fréquentation des jeunes adolescentes au CSI. On offre toutes les méthodes de planification familiale aux femmes. Grâce au counseling, nous les orientons à choisir la méthode qui leur convient. Le projet Kulawa nous a beaucoup aidés, surtout en matière de sensibilisation et de réorganisation. Les appuis du projet Kulawa s'étendent vers nos enfants car ils subventionnent leur éducation. Grâce à Kulawa, nous avons des relais qui font des sensibilisations sur la vaccination des enfants et les consultations prénatales chez les femmes. Avant, cet espace n'était pas clôturé. C'est grâce à l'intervention du projet Kulawa que nous avons eu l'initiative de clôturer notre CSI et très bientôt, nous espérons le faire en matériaux définitifs grâce à une cotisation que nous-mêmes avons initiée. À Takita, commune de Zender, grâce aux interventions du projet USAID Kulawa, des changements ont été constatés au niveau du district sanitaire et le CSI de Garagumsa. Plusieurs domaines ont été pris en charge, de même que celui de la malnutrition, à travers une nouvelle approche dénommée Simom Serge. Nous avons bénéficié pas mal de formations dans le domaine de la planification familiale à travers plusieurs thématiques. La planification des postpartum. Il y a aussi une formation que nous avons bénéficié récemment sur le WashFit qui va bientôt démarrer. La formation que nous avons reçue de l'IACD Kulawa a amélioré vraiment aussi nos indicateurs au niveau de nos 11 CSI. La semence est une approche vraiment qui permet de prendre des dispositions afin de faire face à le cas de la malnutrition. Vraiment, pour nous, c'est vraiment une nouvelle approche parce qu'on n'a jamais vu ça si ce n'est pas grâce à l'arrivée du USAID Kulawa. Et vraiment, ça nous a permis de prendre des dispositions vraiment utiles pour gérer bien vraiment la malnutrition. Inscrit pour une durée de 5 ans, le projet USAID Kulawa engage le système de santé publique du Niger à tous les niveaux pour renforcer sa capacité à gérer, élargir et fournir des services de santé de qualité. Il travaille à réduire les obstacles à l'accès aux soins de santé et collabore avec les organisations non gouvernementales locales qui s'engagent à améliorer les résultats en matière de santé. USAID Kulawa pour une meilleure santé et le bien-être au Niger. Moustapha, bonsoir et bienvenue sur ce plateau pour cette rubrique La Une des journaux. Bonsoir, Chérifatou Parizo.
Alors, qu'est-ce qui fait la une des journaux de cette semaine? Cette semaine, la presse écrite nigérienne parle essentiellement du deuxième sommet États-Unis-Afrique, du congrès en perspective du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS-Tareya, et du procès de la tentative de coup d'État de mars 2021. Et Mustapha, à propos de cette tentative de putsch, le quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi nous apprend que le principal cerveau reconnaît les faits. Débuté le lundi 12 décembre 2022, le jugement des personnes impliquées dans la tentative de coup d'État présumée intervenue dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 à Niamey, à 2 jours de la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum, se poursuit activement devant le tribunal militaire de Niamey, écrit le journal L'Enquêteur d'hier mercredi. 62 personnes sont citées dans cette affaire. 4, toutes des civils, ont été relaxées de fin de toute poursuite au cours de l'instruction du dossier. Au deuxième jour du procès, le président du tribunal militaire a annoncé que 58 personnes sont accusées dans le cadre de cette tentative de coup d'État présumée. Parmi elles, 5 sont en fuite, 4 militaires et 1 civil. 3 charges sont retenues pratiquement contre presque toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Il s'agit de complots ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou à la sûreté de l'État et attentats manqués, coups et blessures volontaires avec armes et recel de malfaiteurs. Parmi les 2 parents du capitaine Sani Gourouza, poursuivis pour recel de malfaiteurs, les intéressés auraient hébergé et aidé à s'enfuir Gourouza et un autre militaire. L'un a reconnu les faits, l'autre pas. Le capitaine Sani Gourouza, considéré à tort ou à raison comme étant le cerveau de cette tentative de putsch manqué, a également reconnu les faits criminels. Avec lui, un autre militaire qui a aussi reconnu les faits criminels et les faits correctionnels. Par contre, les colonels-majors Hamadou Jibou et Aboubakar Oumarou Azumi dit le Lion, le lieutenant-colonel Seydou Murtala Diori, le lieutenant Abdourahman Marou Idrissa et Boubacar Bagouma, tous radiés des rangs des forces armées nigériennes, dans un décret présidentiel contresigné par le ministre de la Défense nationale le 27 avril 2022 et qui se trouve aujourd'hui dans le box des accusés, ont tous nié les faits qui leur sont reprochés. Dans le déroulé du procès, après notification des charges retenues contre les accusés, au moins 6 avocats ont déposé devant le tribunal militaire des requêtes relatives à des exceptions d'inconstitutionnalité et concernant certains articles et dispositions du Code de justice militaire sur la base duquel le procès a lieu. Les dites dispositions seraient contraires à la Constitution selon les avocats. Et dans pareille circonstance, l'article 132 de la Constitution du Niger dit que toute personne partie à un procès peut soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction par voie d'exception. Et dans ce cas de figure, celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de 30 jours. Le président du tribunal militaire a donc suspendu l'audience le temps que la question soit tranchée, comme le veut la loi, mais il a annoncé une reprise de l'audience pour hier mercredi à 10h, estimant que le procès pouvait se poursuivre avec les accusés dont les avocats n'ont pas formulé de requête d'inconstitutionnalité. Le deuxième sommet USA-Afrique va consacrer peut-être l'entrée de l'Union africaine dans le cercle fermé des 20 pays les plus industrialisés au monde, le G20. C'est ce sur quoi insiste le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine avec ses titres qui barrent sa une. Deuxième sommet USA-Afrique vers l'intégration de l'Union africaine au G20. Oui, Sharifatou Parezo, le président de la République Mohamed Bazoum prend au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, nous apprend le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Un événement de 3 jours à Washington qui réunit des personnalités de tous les continents africains pour discuter des moyens audacieux et concrets de renforcer les liens et de faire progresser les priorités communes. Spécifiquement, il sera question d'établir un nouvel engagement économique, de promouvoir la démocratie et les droits humains, de faire progresser la paix et la sécurité et de relever les défis tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique ainsi que la pandémie de la COVID-19. Ainsi, les débats porteront sur comment favoriser un nouvel engagement économique, faire progresser la paix, la sécurité et la bonne gouvernance, renforcer l'engagement envers la démocratie, les droits de l'homme et la société civile et sur comment travailler en collaboration pour renforcer la sécurité sanitaire régionale et mondiale.
précise une note des services de communication de la présidence de la République reprise par le journal. Le sommet va s'appuyer pour cela sur les thématiques de comment promouvoir la sécurité alimentaire, répondre à la crise alimentaire, amplifier les liens de la diaspora et enfin comment promouvoir l'éducation et le leadership des jeunes. Pour cela, l'Afrique, un acteur géopolitique majeur, possède certaines des économies à la croissance la plus rapide du monde, comme le Niger, autour de 7% actuellement. Deuxième sommet États-Unis-Afrique. Pour les États-Unis, il est question d'entretenir les liens avec le continent africain. Il ne s'en cache pas depuis que la Chine et la Russie y cultivent une influence grandissante. Ce sommet sera l'occasion pour le président américain Joe Biden de plaider pour l'intégration permanente de l'Union africaine au G20. Cette annonce permettra à Biden d'obtenir plus facilement la coopération de l'Afrique sur des questions telles que la guerre en Ukraine et le changement climatique, a souligné le journal américain The Washington Post. Créé en 1999, rappelle le journal Niger Inter Hebdo, le G20 vise à favoriser la concertation internationale en intégrant le principe d'un dialogue élargi tenant compte du poids économique croissant pris par un certain nombre de pays. Jusque-là, le seul pays africain membre du G20 est l'Afrique du Sud. Et sur le même sujet, le quotidien gouvernemental Le Sahel du mercredi 4 décembre 2022 nous apprend que le président de la République, Mohamed Bazoum, est effectivement à Washington, aux États-Unis d'Amérique, où il participe avec une cinquantaine d'autres chefs d'État du continent au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. En marge de ce deuxième sommet, le chef de l'État a reçu en audience une délégation du Millennium Challenge Corporation, conduite par sa directrice générale, Madame Alice Albright. Il ressort de cette séance de travail que le Niger a signé le premier compact régional Niger-Bénin pour un montant global de 500 millions de dollars, dont plus de 300 millions de dollars pour le Niger. Ce premier compact régional se concentrera essentiellement sur l'amélioration du réseau routier de l'axe Cotonou-Niamey. Et à ce sommet UA Afrique, la Fondation Nour de la Première Dame a eu à un déjeuner de travail à l'université John Hopkins Bloomberg de Baltimore sur des questions liées à la santé de la reproduction avant d'animer un panel sur le même sujet avec les étudiants de la dite université. Le journal Le Canard en furie consacre sa une à la tenue du congrès du parti au pouvoir et c'est sous le titre « Congrès PNDS Tareya, le mouvement Hamzari en embuscade ». Dans quelques jours, les taréistes tiendront leur grande messe à Niamey du 24 au 25 décembre 2022 précisément, nous rappelle le journal Le Canard en furie. Ce congrès ordinaire pour le renouvellement de l'instance dirigeante suprême du parti fait l'objet d'un intérêt particulier au sein de l'opinion nationale. Pour motif, les Nigériens veulent savoir si, à partir de ce congrès, le président Bazoum va chercher à s'émanciper de l'emprise excessive de son mentor qui l'entrave dans sa volonté de changer le mode de gouvernance désastreuse de l'État qu'il a hérité de Issoufou Mahamadou. Au vu du rôle que justement Issoufou Mahamadou a eu à jouer dans le renouvellement des instances de base du parti en prélude à la tenue de ce congrès, sans nul doute, conclut le confrère, c'est l'actuel haut représentant du président de la République, Fouma Koïgado, qui sortira président du parti à la fin de ce congrès avec des camarades pro-Issoufou autour de lui sur la table de séance. Les hommes du clan Bazoum qui voulaient voir celui-ci sortir de son confinement et s'émanciper de son mentor seront écartés. Du coup, l'assainissement de la vie publique qu'il a promis d'engager dans son discours d'investiture restera lettre morte. Il faudra d'ailleurs s'attendre à ce qu'il s'amplifie au cours des 3 années et quelques mois qui lui restent pour parachever son premier mandat. La clé de la libération pour Mohamed Bazoum est le mouvement Hamzari qui aura été créé pour le soutenir mais qui n'est toujours pas actif. Le mouvement a bel et bien vu le jour et ceux qui sont derrière attendent seulement la fin du congrès pour le mettre en branle dans les semaines à venir, apprend le journal de sources dignes de foi. D'aucuns soutiennent même que le dit mouvement risque de se transformer en parti politique si d'aventure les camarades tentent d'étouffer Bazoum dans sa volonté de rompre d'avec la malgouvernance. Mais nous n'en sommes pas encore là et le processus va s'accélérer certainement après le congrès. En politique toujours, le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine estime que la majorité présidentielle est pratiquement devenue un piège mortel pour les alliés.
Dans l'arène politique de notre pays, il y a un parti qui a bien compris comment se servir des alliés pour se renforcer et agir à sa guise sans risque d'être inquiété demain. C'est bien le PNDS Tareya, affirme le journal Le Monde aujourd'hui de cette semaine. En l'absence de tout contre-pouvoir pour stopper leurs dérives, les Roses sont parvenus à neutraliser tous les contre-pouvoirs pour régner en seul maître à bord. Raison pour laquelle ils font preuve d'un cynisme sans commune mesure vis-à-vis de leurs propres alliés. Lorsque vous êtes en alliance avec les camarades roses, ils ne vous laissent aucune marge de manœuvre. Leurs alliés de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, comme ceux de l'Alliance pour la République APR, sont en train d'endurer en silence ce cynisme des roses. En témoigne cette récente vidéo publiée par le président du PJD Akika, Maman Hamissou, qui se plaignait d'avoir mouillé le maillot lors de la campagne électorale pour faire triompher Bazoum aux élections présidentielles. D'autres leaders de la MRN nourrissent aussi certainement le même sentiment, même s'ils ne sortent pas publiquement pour le dire. Malheureusement, ils doivent faire avec parce que ça fait partie des stratégies du PNDS Tareya pour les fragiliser. On assiste d'ailleurs ces derniers temps à des vagues de défection des militants des partis membres de la MRN au profit du Parti Rose, avec à l'instar du RSD Gaskia qui bascule avec armes et bagages au PNDS Tareya. Même les grosses pointures de la majorité présidentielle, comme le MNSD Nasseria ou encore le MPR Jamhouria, ne sont pas épargnés par le phénomène. Les présidents Seni et Al-Badi doivent s'inquiéter sérieusement et se réveiller pour arrêter la saignée pendant qu'il est encore temps. Au niveau de la MRN, en tout cas, il semble que les leaders des partis alliés se concertent ces derniers temps pour contrecarrer les velléités de fragilisation de leur parti politique par les ténors roses. Et Sharifatou Parezo, avant de boucler cette revue de la presse de cette semaine, parlons de ce titre du journal quotidien La Nation, numéro 1322 du 14 décembre 2022, qui a titré « Lutte contre l'insécurité, des terroristes neutralisés et des dépôts logistiques détruits à Terra ». Le journal qui rapporte les conclusions du bulletin d'opération de l'état-major numéro 0032 des forces armées nigériennes, des actions de lutte contre le terrorisme et le banditisme sur toute l'étendue du territoire national ont été menées avec succès grâce à la vigilance et à la vaillance des forces de défense et de sécurité. Le bulletin indique qu'à l'ouest région de Tillabéri, dans la zone d'opération Yarti, le détachement de Sanam a interpellé en début de semaine 4 individus ayant livré des motos à des terroristes, et à l'est du pays, dans la région de Difa, dans le cadre d'une opération conjointe entre les troupes nigérianes et nigériennes. Des actions offensives menées ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire un dépôt logistique important. Merci Mustapha pour tous ces éclaircissements. Merci chers téléspectateurs pour votre fidélité sur Bonferré Télévision. Le programme continue. Bonne réception.